Alors, bonjour Estelle, vous êtes l'auteur des Seigneurs de Bohème qui vient de paraître aux éditions Critiques. Cette fois, vous avez choisi de revenir à un one-shot de fantasy après la trilogie La Voix des Oracles. Pourquoi ce retour au one-shot? Parce que en fait, c'est la forme qui me parle le plus. J'ai bien aimé faire une trilogie, j'ai bien aimé pouvoir faire varier un petit peu donc l'identité de chaque tome, aussi réagir aux remarques des lecteurs entre chaque tome, c'était vraiment très très sympa. Mais vraiment faire une histoire en un volume où je peux présenter une histoire entière au lecteur, travailler la structure d'un roman sur un seul volume, c'est quand même ce qui me parle le plus en tant qu'auteur. Et c'est vrai qu'en tant que lectrice, je suis aussi une grande friande de one-shot, donc voilà, là j'avais vraiment envie d'offrir ça au lecteur. Après, j'ai eu la chance avec Critique de trouver un éditeur qui n'a rien contre le fait de faire des gros volumes. Donc c'est un one-shot qui fait un peu plus en fait en taille que 2 tomes de ma trilogie. D'accord. C'est une des raisons qui vous a donc poussé à ne pas forcément repartir chez les moutons? Déjà, c'est pas le genre d'histoire qui passerait aux moutons. C'est pas la ligne éditoriale des moutons électriques. Disons, j'aime bien, selon mes romans, aller dans différents univers, dans différentes ambiances. Et après, j'essaye de les placer chez l'éditeur, chez qui ils seront le mieux, où ils seront le plus dans la ligne éditoriale, dans ce que défend cet éditeur. Et notamment, Bohème, je voulais vraiment qu'il ait un côté très page-turner. En plus, comme c'est un gros volume, il existe quand même vraiment facilement. Qu'il ait un côté voilà, très dark fantasy au sens littérature populaire du terme, tout en ayant ses petites spécificités, ma patte personnelle, notamment au niveau des personnages. Mais vraiment, Critique, ils savent bosser des gros one-shots qui se lisent vachement bien, et c'est aussi pour ça que j'étais hyper contente de partir avec eux. Donc vous l'avez dit, Seigneur de Bohème, c'est un registre qui est déjà affiché comme tel dès la 4e de couverture de Dark Fantasy. Et pourquoi avoir choisi ce registre-là? Disons, après les histoires, elles viennent dans les univers où elles doivent venir pour moi. J'ai des histoires qui arrivent dans la tête et je les écris, et il se trouve qu'elles s'inscrivent plutôt en général dans les genres de l'imaginaire parce que c'est vraiment ma culture, c'est mon identité, c'est voilà, les genres qui me font rêver avant tout. Et c'est ma manière quelque part de penser le monde. Donc je voulais vraiment aussi revenir à la fantaisie pure et dure que j'avais finalement très peu explorée, pour pouvoir notamment étendre vraiment les distances, pour pouvoir créer un empire vraiment démesuré, pour pouvoir aussi avoir cette marge de manœuvre et d'imagination qui permet de tisser absolument une histoire qui aurait une personnalité très forte, tout en gardant aussi ce que j'aime, c'est-à-dire beaucoup de recherche historique derrière pour avoir une vraie crédibilité historique. Et donc la période dont je m'inspire, c'est le tournant Moyen-Âge-Renaissance, essentiellement la Bohème-Moravie au XIIe, XIIIe siècle. Mais après, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave du tout. Et aussi, comme il y a un gros côté épique, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire militaire, sur les stratégies, sur les grandes batailles de cette époque, l'histoire des armements, etc. Par contre, dans le sens strict du terme, on affiche le roman comme de la dark fantasy, mais il y a des romans un peu ténors du genre, comme La Compagnie Noire, apparaissent comme justement plus noires, plus sombres, plus moralement douteuses que Seigneur de Bohème. Je trouve pas. Là-dessus, je m'inscris complètement en faux. Disons, ce qu'il y a avec un roman comme La Compagnie Noire, c'est qu'il y a quelque part, comment dire, comme on dit dans le jeu vidéo, une skin sombre. Mais finalement, derrière, on suit une troupe qui reste globalement sur la même ligne morale tout au long du roman. Alors que ce que j'aime travailler, c'est la vraie ambiguïté morale. Celle qui correspond à ce qu'on voit dans la vie, où finalement, même un personnage dont on a très envie qu'il s'en sorte, dont on croit qu'il va s'en sortir après une histoire super douloureuse, on s'apercevra tout à la fin, j'essaye de ne pas faire de spoiler, donc c'est un peu difficile, mais qu'il a été vraiment cassé de l'intérieur, et que quelque part, les réflexes qu'ils vont avoir vont être pires que ceux de ceux qui sont présentés comme des vrais méchants au début. Et quelque part, comment dire, qu'aucun personnage ne puisse s'en sortir, ou qu'en tout cas tout personnage soit potentiellement voué aux pires turpitudes selon son parcours de vie, et quel que soit pourtant ce qu'il fait pour s'en sortir, ça me paraît beaucoup plus sombre que le fait finalement qu'un mercenaire à la morale un peu flageolante continue à avoir une morale un peu flageolante en tant que mercenaire. Disons, j'ai l'impression que par moments, en général, en fantaisie ou en fantastique, on confond le folklore avec le fond. Et comment dire, Lovecraft, par exemple, c'est avant tout
une version du mythe agglomérant et de la fascination cosmique complètement nouvelle et complètement neuve. C'est pas des peluches Toulouse. La peluche Toulouse, c'est secondaire. Voilà. Et pour moi, la dark fantasy, c'est pareil. Il ne faut pas confondre, le mercenaire ténébreux sans attache avec la vraie ambiguïté morale, avec la vraie complexité morale et avec les ombres qui peuvent mariner au fond de l'âme de chaque être humain. Votre roman, vous l'avez dit, elle est en partie épique. On ne va pas spoiler, hein, mais il y a aussi quand même une très grande attache au côté intimiste des personnages par rapport à leur vécu à eux. Et vous vous attachez profondément à ces personnages, vraiment à décrire en plus des personnes qui sont souvent assez loin du cliché du prince tout-puissant. Pourquoi revenir à des petites gens entre guillemets plutôt comme ça? C'est surtout en fait pourquoi en fantasy, de nos jours surtout, et en fantasy mainstream anglo-saxonne, faire uniquement du magazine People. Pourquoi l'essentiel de la fantasy qui occupe le devant de la scène maintenant s'intéresse à des princes, des empereurs, des grandes magiciennes, alors que justement ce dont notre monde souffre aujourd'hui, c'est d'une société où de plus en plus on essaye de caser les gens dans des cases dont on ne peut pas sortir, où finalement c'est les fils d'eux qui dominent le monde, même si ce n'est pas les plus compétents ou les plus doués, où on a une fascination pour des dynasties qui objectivement n'ont rien accompli depuis des générations, une fascination qui est complètement délétère. Est-ce que vraiment la fantaisie doit entretenir cette fascination-là? Je ne suis absolument pas persuadée de ça. Et au contraire, j'essaye de revenir justement à quelque chose qui pour moi est l'une des sources beaucoup plus profondes de la fantaisie. Si on revient par exemple à Conan ou si on revient à Tolkien, aussi bien Conan que Bilbo que Frodo, c'est quand même avant tout des personnages qui sont petits ou marginaux ou éprouvés par la vie, dont le monde n'attend rien et qui pourtant vont devenir rois ou vont finir par sauver le monde des ténèbres. Et c'est ça quand même la naissance de la fantaisie. Et on a dévoyé ça en faisant quasiment que des élus de la prophétie ou à la rigueur des bâtards d'empereurs ou des bâtards de nobles. Et un monde n'est pas composé que de nobles qui font des choses et de paysans qui les regardent passer la bouche béante. De l'autre côté, le roman, comme beaucoup de vos romans, a une part pensée pour la romance. Vous êtes romantique? Alors je suis pareil, pas du tout d'accord avec ça. Et je vais dire aussi que depuis que j'écris, je connais des auteurs de romances qui, quand je leur ai fait lire les critiques, notamment une critique qui a un peu lancé ça et qui parlait de ça la première, les auteurs de romances que je connais ont doucement rigolé. Donc ceux qui parlent de romance, j'aimerais bien qu'ils en lisent avant d'en parler. Qu'ils sachent vraiment à quoi correspond le genre. Et ensuite, qu'ils regardent vraiment quelle place occupent les couples et les relations romantiques dans Bohème. Notamment dans Bohème, finalement, aucune relation romantique ne va avoir d'influence absolument prédominante sur l'histoire. Alors que par exemple, je parlais de Game of Thrones, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je précise, mais quand même, tout Game of Thrones est lancé par l'amour absolument passionnel de Cersei et de son frère. Et personne ne parle de romance dans Martin. Il y a 10 fois plus de couples dans Martin que dans Bohème. Donc je veux dire, pourquoi dit-on tout à coup que j'écris de la romance? Est-ce parce que je suis une auteure femme? Au bout d'un moment, je me pose des questions. Franchement, demandez aux auteurs de romance et ils vous diront que j'en écris pas, quoi. Et alors que par ailleurs, c'est un genre, j'ai rien contre ce genre-là. Au contraire, j'avais beaucoup de préjugés contre ce genre. Et puis en ayant rencontré des auteurs de romance, en ayant lu ce qu'ils font, je me suis rendu compte que c'était une littérature qui pouvait être riche, intéressante. Des auteurs qui savent aussi sortir des archétypes de leur propre genre, qui décrivent super bien des sentiments humains, qui savent mettre des émotions de malade dans des scènes incroyables. Et donc il y a des gens qui écrivent très bien de la romance, mais moi je n'en écris pas, quoi. Un de vos personnages, Sainte-Étoile, a un monstre dans la tête. Et moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est que cette idée? Alors je sais pas, c'est venu comme ça. Et d'après ma bêta lectrice qui me connaît depuis beaucoup trop longtemps, donc voilà, il paraît que Sainte-Étoile me ressemble beaucoup. Et que quelque part, le monstre qui lui parle dans sa tête, c'est un peu les voix qui parlent sous mon crâne. Donc je lui laisse, voilà, c'est son avis à elle, je le lui laisse, je ne sais pas comment me situer par rapport à ça. Mais je l'aime beaucoup aussi, ma bêta lectrice. Qui est une amie, donc voilà, pas connue du milieu. Alors un des thèmes centraux et inévitables du roman,
qui a déjà été aperçu d'ailleurs, au moins dans Un éclat de givre, c'est la tolérance, et notamment envers l'orientation sexuelle, et également un autre grand thème fort, c'est forcément le féminisme, avec une héroïne, je ne gâche pas de plaisir, mais une héroïne très forte dans le roman également. C'est des thèmes qui vous sont chers, j'imagine bien. Et en fait, quelle est aussi votre position par rapport à ces questions dans notre société actuelle? Disons, on est dans une société qui par certains aspects progresse, heureusement, merci, mais que par beaucoup d'aspects je vois régresser, notamment auprès des ados et des plus jeunes, aussi bien donc la génération de ma cousine qui a 19 ans de moins que moi, ou aussi les ados que je croise donc dans mon coin de banlieue quand je fais des aides à l'expression ou à la lecture. Et ils ont vraiment des visions, donc déjà des relations hommes-femmes qui sont de plus en plus rétrogrades. C'est par exemple un monde où, enfin moi quand j'étais môme, quand j'étais ado, j'avais des amis garçons autant que d'amis filles, j'avais même plus d'amis garçons parce que j'étais un peu garçon manqué. Et maintenant, dans les cours de récré, c'est vraiment les filles d'un côté, les garçons de l'autre. C'est deux mondes qui ne se parlent pas sauf pour se dragouiller. C'est des mondes aussi où, mine de rien, par exemple, voilà, APD, c'est une des insultes qui court le plus dans les cours de récré de nos jours encore. Je veux dire, on en est encore là. Dans mon coin, je vois que certes, on n'a pas de FN, mais on a des partisans de la manif pour tous hyper rentre dedans, qui arrivent, même en étant peu nombreux, à faire tellement de bruit qui commence peu à peu à noyauter la mairie de mon coin de banlieue, par ailleurs très tranquille. Et puis bon, après, je ne vais pas vous faire toute l'actualité de ce qu'on voit, voilà, des diverses violences diverses et variées, donc en Tchétchénie et ailleurs, contre les homosexuels, qui reprennent vraiment d'une manière qu'on aurait dû croire oublier avec la fin du XXe siècle, et c'est pas du tout le cas, quoi. On voit les fanatismes religieux qui arrivent avec toutes les intolérances qui les accompagnent. Et c'est ce que je vois aussi pareil donc, dans ma banlieue ou dans Paris, que maintenant c'est devenu beaucoup plus difficile, notamment pour des jeunes filles, de circuler dans le métro ou dans le RER si elles n'ont pas la tenue exactement correcte, que cette tenue correcte varie selon les lieux et selon les couleurs de peau, qu'il y a aussi des relations de couple qui sont correctes ou pas. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'intolérances qui reviennent, il y a l'obscurité qui remonte, et quelque part ce que nous pouvons faire comme auteurs, en tant que nous qui sommes auteurs, qui avons une voix, même si c'est une petite voix, dans notre cas de petits auteurs de fantaisie française, c'est rappeler que dans le monde il y a d'énormes diversités qui existent, que chacun a droit à une vie, que chacun a droit à une voix, et voilà, donner une voix à ceux qui en ont moins peut-être, et à ceux qui en ont moins notamment dans certains genres. Et parce que c'est notamment ce qu'on disait à une table ronde des Imaginales, en dark fantasy ou en fantasy épique. Quand on parle de personnages homosexuels, il est encore très rare de sortir des clichés du chevalier des fleurs efféminé, du joyeux prostitué qui va se faire violer à la place de son ami hétéro, ou de la guerrière au masque qui n'aura pas une seule histoire d'amour de toute son existence. Et ça, c'est des clichés qui font encore quand même pas mal recette. Et franchement, on devrait maintenant vraiment dépasser ça. Qui sont largement battus en brèche dans votre roman, justement. Disons, en fait, j'essaye pas de battre des clichés en brèche. Ce que j'essaye surtout, c'est de mettre des gens normaux, de mettre des gens comme ceux qu'on peut croiser dans le vrai monde, et pas dans un monde fantasmé de clichés de fantaisie. Le monde fantasmé des clichés de fantaisie ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse avec la fantaisie, c'est de créer des mondes crédibles, magiques, passionnants, voilà, avec de l'aventure, avec de l'action, avec des grandes batailles, mais des mondes qui soient humainement crédibles et humainement valides. Et c'est aussi pour ça que j'ai des personnages qui ont toutes les orientations sexuelles, qui ont tous les métiers, qui viennent de tous les milieux sociaux, parce que Loup solitaire, c'est une super bonne série de livres dont vous êtes le héros, mais ça ne peut pas être 90% des personnages d'un monde. Et par moments, dans certaines œuvres de fantasy, on a un peu l'impression que c'est le cas. Il y a aussi une profusion quand même, on y revient à cet aspect fantasy, de créatures fantasy aussi qui sont alors soit montrées directement, soit citées. Pourquoi vous choisissez justement cet angle de fantasy qui n'est pas light, comme ce qui se fait, ce qui est un peu plus à la mode de ces derniers temps de faire quelque chose de light? Pourquoi finalement mettre cette profusion-là? Là, pour vous répondre, je repartirai pareil d'une des discussions récentes des Imaginales, où il y a beaucoup de discussions sur la défense des genres de l'imaginaire. Et un éditeur, dont par ailleurs j'aime beaucoup le travail, a dit qu'on devrait trouver une appellation pour nos genres qui soit moins connotée que fantasy, ou qu'imaginaire, ou que mauvais genre.
quelque part, il y a une partie, j'ai l'impression, de l'imaginaire qui voudrait s'acheter une sorte de crédibilité en reniant un peu ce qui nous constitue. Et moi, par contre, j'assume complètement le fait que je fais de la fantaisie. J'assume complètement le fait que oui, il y a des créatures magiques, parce que c'est aussi un genre de la créature magique. Parce que la créature magique n'est pas là pour faire un Deus ex machina, mais vraiment pour peupler un monde et dire quelque chose de ce monde. Et par exemple, la manière dont j'utilise les ghouls dans Bohème, donc c'est à la fois évidemment très inspiré des ghouls slaves, parce que le monde a une inspiration slave, Europe centrale, Europe de l'Est, mais les ghouls slaves, elles disent quelque chose sur le monde, et elles sont nées vraiment des souffrances infligées aux hommes. Et quelque part, leur présence en ce monde nous dit que les souffrances infligées aux hommes dans un passé même lointain continuent à hanter les hommes du présent. La créature magique, quand même, quand elle est bien faite, quand elle vient d'un vrai fond culturel et qu'elle ne sort pas d'un chapeau, elle dit quelque chose de l'humanité. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et puis bon, j'assume complètement le fait qu'on fait des mauvais genres, mais au contraire, quoi, revendiquons, voilà, mettons ça en étendard, enfin... Toujours sans essayer de spoiler hein, le roman, vos héros et héroïnes payent quand même à chaque fois un prix, au moins, pour leur acte, pour leur héroïsme. C'est difficile d'être un héros dans un roman d'Estelle Faye. Mes héros, donc, comme on a dit tout à l'heure, sont déjà en général pas nés au bon endroit, ont pas forcément donc, toutes les bonnes cartes en main dès le départ. Et oui, quand on veut faire la révolution en étant par exemple un peu un Frix qui vient d'un delta de rivière absolument ignoré du reste de l'Empire, on a plus de chances de payer un dur prix donc, pour accomplir vraiment son rêve que quand on est un petit prince bien né dans un château entouré d'un petit cocon. Donc voilà, c'est juste, encore une fois, un réalisme des situations. Une question pour finir, des coups de cœur récents, niveau littérature, cinéma ou série? Alors, en coup de cœur récent, en cinéma, vraiment, il y a un petit film qui est passé inaperçu, qui est une très chouette adaptation de polar français, qui est Le Serpent aux 1000 coupures, qui est le dernier Valette. Donc ça, c'est si vous avez encore la possibilité de le voir, je sais qu'il est passé en très très peu de salles, mais vraiment en poésie et en science-fiction. Pareil, un film qui a été très peu distribué, mais qui est sorti en DVD maintenant. L'adaptation de IGH d'High Rise de Ballard par Ben Wheatley. Ben Wheatley, c'est vraiment le chef de file du nouveau cinéma de genre fantastique, fantastique science-fiction anglo-saxon. Et franchement, High Rise, c'est juste une énorme claque dans la gueule. C'est un film d'une modernité incroyable. Et c'est un film qui arrive à être super dur et super âpre sans jamais être complaisant. Et voilà, enfin, et c'est d'une inventivité au niveau mise en scène géniale, sans jamais paumer le spectateur. Il y a des acteurs qu'on n'a jamais vu jouer comme ça, enfin, on n'a jamais vu Tom Hiddleston jouer comme ça, quoi. Je veux dire, il n'est pas là juste pour faire le beau gosse, quoi. Là, il joue vraiment quelque chose, c'est sublime. Des projets? Oui, mais il est encore trop tôt pour en parler. Très bien, merci beaucoup Estelle.